soit pendant ou après plutôt. Alors, je m'appelle Judith Charret, je suis directrice générale par intérim du REFAD, le réseau pan-canadien francophone de l'éducation francophone à distance, qui est un réseau pan-canadien. On reconnaît qu'on est situé sur un territoire, en territoire autochtone traditionnel, non cédé par voie de traité, et on souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, merci, qui encourage ce type de communauté de pratique, communauté apprenante pan-canadienne et même au-delà, parce qu'on a souvent des gens qui connectent de l'extérieur du Canada. Alors, on vous remercie d'être présent, tout le monde ici aujourd'hui. L'atelier va porter sur les outils d'évaluation appuyés par l'intelligence artificielle, le cas de la reconnaissance des acquis. Alors, je vous présente l'équipe qui va passer la prochaine heure avec nous. Donc, Emmanuel Erny, en passant, c'est des anciens collègues du Collège de la Cité, donc je suis encore plus fière de les présenter. Alors, Emmanuel Erny, au cours de ses 25 ans de carrière dédiée à la pédagogie, elle a rédigé de nombreux billets et articles, publié un manuel de grammaire ludique, développé des jeux sérieux et des environnements d'apprentissage, dont certains en réalité augmentée. Actuellement coordonnatrice en développement des apprentissages au Collège de la Cité, elle se passionne pour la redéfinition du champ des possibles en enseignement et en apprentissage grâce au potentiel de l'intelligence artificielle. Elle collabore à des projets innovants intégrant l'IA afin d'accélérer et de faciliter le développement pédagogique tout en rendant les apprentissages réactifs et adaptables. Alors, merci Emmanuel d'être avec nous. Je vous présente nul autre que Suzanne Cormier, cadre supérieur et gestionnaire de projet détenant plus de 30 ans d'expérience dans des fonctions de direction au sein de divers organismes liés à l'éducation et à la petite enfance. Elle occupe le poste de directrice du Bureau du développement pédagogique et en ligne au Collège de la Cité depuis quelques années. Ce bureau est responsable du développement et de l'intégration des outils utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser l'enseignement et l'apprentissage, entre autres, mais aussi c'est le bureau qui accompagne les profs du collège dans toute transformation pédagogique et l'amélioration des pratiques. Normand Junior Poisson-Rioux, il nous autorise à l'appeler Normand. Merci, Normand. Coordonnateur en développement des apprentissages au Collège de la Cité depuis la création du Bureau de développement pédagogique et en ligne. Il a participé à la transformation des programmes du Collège pour implémenter le nouveau modèle pédagogique par compétences. Emmanuel, Suzanne et Normand, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis là, je vous laisse toute la place et moi, je vais écouter comme une bonne élève. Merci beaucoup, Judith. Quelle belle introduction. Et merci à tous les participants et participantes à ce webinaire. On est vraiment content de pouvoir partager notre expérience presque des 2 dernières années maintenant. On est presque rendu à 2 années de travail assidu sur ce projet et on est très content de pouvoir partager ça avec vous. Normand va nous servir de modérateur sur le clavardage et vous pourrez, Normand décidera s'il y a des questions qui sont pertinentes au moment présent ou sinon on pourra garder des questions pour la fin parce qu'on a une période de questions qui est prévue d'une quinzaine de minutes vers la fin. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos commentaires, ça va nous faire plaisir. On se lance. Donc, ce qu'on veut, on peut aller tout de suite à la deuxième, Normand, s'il te plaît. Ce qu'on veut regarder avec vous aujourd'hui, ce qu'on voudrait vous présenter et partager avec vous, c'est le projet de valorisation des compétences à l'admission qui s'apparente à un projet de reconnaissance des acquis en bloc que certains collèges et établissements font déjà. On a développé ce projet-là, c'est une nouvelle approche au Collège de la Cité. Et ça nous a amené à explorer l'utilisation de toutes les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle pour améliorer, bonifier nos pratiques et assurer une meilleure équité et efficacité dans nos processus d'évaluation, particulièrement lors de la reconnaissance des acquis, mais qu'on peut élargir puis appliquer aussi dans nos programmes et nos cours. On poursuit, Normand?
Donc, ce projet-là est issu du projet stratégique, est un projet stratégique du collège. Il est issu de notre plan stratégique 2023-2026. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça fait presque 2 ans qu'on a commencé à travailler là-dessus. Ce qu'on a fait ce qui est peut-être important de mentionner, c'est que le collège, dans le cadre du plan stratégique, a identifié plusieurs projets porteurs pour le collège et ils ont mis en place des comités de pilotage pour chacun de ces projets-là. On en fait partie, bien entendu. Judith, elle a eu le plaisir de collaborer avec nous dans la première année et demie de ce projet-là, aussi à titre de consultante externe. On a beaucoup apprécié la collaboration. Et on a aussi c'est ça, mis en place un comité de pilotage qui regroupe différents intervenants à tous les niveaux du collège, que ce soit au bureau du registraire, que ce soit au niveau de la haute direction, des TI, des directions à l'enseignement, etc. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a fait la recension des pratiques de ce qui existe actuellement un peu partout, mais voilà 2 ans, un petit peu partout à travers l'Ontario. Le Collège de la Cité est situé en Ontario, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais on a fait la recension des pratiques et de la littérature de ce qui se passe en Ontario, au Québec, parce que c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, pour moi, en tout cas, je considère, pour avoir travaillé longtemps au Québec et en reconnaissance des acquis, je considère que c'est un précurseur en reconnaissance des acquis au niveau du Québec. Donc, on s'est beaucoup inspiré aussi de ce qui se fait de ce côté-là. Et on est allé voir à travers le Canada et en Europe aussi avec des organismes comme Erasmus et tout ça. On a aussi recensé tout ce qui se passe en termes de littérature sur les bonnes pratiques et sur les réalités là, auxquelles s'apparente la valorisation des compétences à la mission. Le projet pilote a eu plusieurs phases, donc une phase de planification, détermination de nos objectifs, de ce qu'on voulait cibler, et ensuite on a défini un processus de valorisation des compétences à la mission. Honnêtement, si on l'appelle valorisation des compétences à la mission, c'est qu'on voulait distinguer de la reconnaissance des acquis traditionnels qui se fait cours par cours au Collège de la Cité. Donc, on voulait vraiment faire une distinction entre les deux modes d'évaluation des compétences pour s'assurer que pour tout le monde, ça devenait un peu plus clair, un peu plus facile à suivre. On a développé tout un processus que Emmanuel va pouvoir rentrer dedans là, en détail tout à l'heure et on a testé le processus, on l'a mis en application. Ce projet-là, si on voit l'autre diapo, Normand, ce projet-là, ce que ça vise là, au niveau du contexte particulier, c'est c'est comme ça un peu dans tous les établissements postsecondaires, que ce soit en Ontario ou au Québec ou ailleurs au Canada, on le voit. Il y a de plus en plus une croissance de la clientèle qui sont des étudiants qui viennent s'inscrire dans des établissements postsecondaires, mais qui ont aussi un parcours professionnel déjà et qui sont qualifiés dans différents domaines professionnels et qui n'ont pas nécessairement envie de reprendre le parcours au complet des études. On a aussi de plus en plus affaire à des nouveaux arrivants, des personnes immigrantes qui viennent s'installer au Canada et qui ont déjà un grand bagage dans leur pays d'origine, qui malheureusement n'est pas toujours reconnu au moment où ils arrivent. La reconnaissance des titres de compétences est encore un défi. On travaille d'ailleurs à la Cité là, sur plusieurs projets à ce niveau-là. Parce qu'on y croit beaucoup là, à la reconnaissance des titres de compétences ailleurs dans le monde. Et ce qu'on voulait aussi, c'est de prendre conscience, amener la haute direction au collège à prendre conscience de la réalité de ces gens-là, de cette clientèle-là, qui, considérant leur parcours professionnel et individuel, ont déjà beaucoup de choses d'acquises ou en développement ou déjà développées. Ils ne voudraient pas perdre de temps pour pouvoir entrer sur le marché du travail le plus rapidement possible. Du côté du collège, si on va sur l'autre diapo, Normand. Du côté du collège, bien, l'avantage qu'on a en Ontario, c'est que le ministère des collèges et universités, le MCU, permet de reconnaître jusqu'à 75% des cours d'un programme. Donc, ça donne quand même une bonne marge de manœuvre là, à un apprenant, là, un candidat qui viendrait pour entrer dans un processus de reconnaissance des acquis en bloc, qu'on appelle, mais
On essaye de mettre valorisation des compétences à l'admission le plus possible. Mais par contre, ça représente un réel enjeu. On l'a vu par notre expérience personnelle qu'on a fait au niveau du collège quand on a mis en place le projet. On s'est rendu compte que ça devient un enjeu quand on veut l'offrir à une vaste population et dans plusieurs types de programmes. Parce qu'à la Cité, entre autres, on offre à peu près 140 programmes et formations professionnelles. Et si on veut répondre aux besoins de toute la clientèle, bien, ça devient un processus qui est exigeant. Sur ça, je laisse la parole à Emmanuel qui va entrer dans les détails de toute la démarche et vous amener jusqu'à la réflexion qu'on a eue au niveau de l'intelligence artificielle. Merci, Suzanne. Plaisir. Ouais, donc là, je vais reprendre un petit peu ce que disait Suzanne au niveau de la RDA. Effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux pour un collège, hein, pour faire une reconnaissance des acquis en bloc comme ça, jusqu'à 75% d'un programme postsecondaire. Ça représente 18 cours à évaluer si on pense cours par cours. Donc, c'est un processus qui est vraiment, il y a un besoin de temps investi par le collège. C'est un processus qui est chronophage pour l'institution. Il y a aussi un enjeu au niveau de la précision des évaluations parce qu'on dit en bloc, mais justement, est-ce que c'est une évaluation globale? Est-ce que c'est une évaluation par cours? Comment est-ce qu'on peut concilier et réconcilier ces deux choses-là? Et puis enfin, il y a aussi l'enjeu de dire qu'on va prendre un professionnel et on va essayer de voir où est-ce que finalement ces compétences fit, si je peux dire, dans les objectifs d'apprentissage des différents cours du programme. Donc, des fois, il y a une difficulté à finalement trouver la correspondance entre les compétences professionnelles et les objectifs d'apprentissage. On passe à la prochaine diapo. Pardon. Merci. Donc là, nous, au Collège La Cité, on a vraiment, transformé nos programmes il y a maintenant 8 ans, selon une approche par compétence. Et cette approche par compétence, elle facilite finalement le processus de reconnaissance des acquis par rapport au fait que compétences professionnelles et objectifs d'apprentissage sont alignés. Donc, je vais donner des exemples plus spécifiques par rapport à ça. Hein. Mais donc, les objectifs d'apprentissage de nos cours, qu'on appelle, nous, des indicateurs de développement, c'est le terme, évidemment, en approche par compétence, ils sont rédigés essentiellement en termes de compétences professionnelles. Donc, on va en voir un exemple que je développe dans les diapos suivantes. Donc là, par exemple, notre cours qui s'appelle « Gestion de l'approche client », qui est donc une étape avancée du cursus d'administration des affaires. Les indicateurs sont énoncés comme ça. Évaluer le service à la clientèle d'une entreprise d'un point de vue quantitatif et qualitatif, bâtir une base de données clients, sélectionner des techniques de fidélisation. Donc là, on voit que c'est vraiment des éléments, c'est des tâches professionnelles, des tâches que réaliserait un professionnel dans son milieu professionnel. Donc, c'est là qu'on commence à parler finalement du fait qu'on parle dans nos cours le langage professionnel. C'est déjà plus simple de pouvoir évaluer directement un professionnel par rapport à ces tâches-là. On va passer à la diapo suivante. Donc, une fois qu'on a nos indicateurs de développement, pour chaque indicateur, on va avoir des critères pour les évaluer. Donc, ces critères-là, évidemment, sont observables et mesurables. Donc, un exemple pour l'indicateur qui était sélectionner les techniques de fidélisation appropriées, on aurait comme premier critère analyser le comportement du client. Deuxième, sélectionner les techniques de fidélisation, etc., etc. Donc, vous pourrez lire à votre aise hein, les différents critères, mais c'est juste pour donner un exemple finalement de la structure qu'on a adoptée directement dans nos cours et la façon dont elle va pouvoir être réinvestie dans le processus de reconnaissance, de valorisation des compétences à l'admission. On va passer à la diapo suivante. Donc, une fois qu'on a ces critères, bien évidemment, on va les décliner pour en faire une grille d'évaluation critériée. On va les décliner par rapport au niveau de compétences. Donc,
ces éléments-là sont faits pour chaque indicateur du programme. On va passer à la suivante. Donc là, c'est une vue d'ensemble finalement du processus qu'on a élaboré pour aller chercher une évaluation qui est suffisamment détaillée par rapport aux candidats, mais qui ne demande pas finalement que les évaluations se fassent cours par cours et se fassent par le biais de quelque chose qui serait plus formel et plus de type examen, entre guillemets. Donc, la première étape qu'on a faite, c'était de cartographier le programme. Donc, le programme qu'on avait pris dans notre projet pilote, c'était le programme d'administration des affaires. Donc, comme je disais, les programmes ont des cours dans lesquels on a nos indicateurs de développement, mais ces indicateurs de développement, ils suivent une progression, bien évidemment. C'est le cursus d'habitude, mais donc le coordonnateur du programme a été en mesure de nous cartographier le programme. Puis je vous montrerai un exemple par la suite de ce que ça signifie. Mais essentiellement, ce sont une façon de représenter de manière visuelle d'où on part, c'est-à-dire quels sont les premiers éléments, les premiers indicateurs qui vont contribuer à développer la compétence chez l'étudiant. Et on va aller de plus en plus dans des tâches qui sont des tâches ou des éléments de compétences qui sont complexes au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes du programme. Une fois qu'on a cette cartographie du programme, on s'assure d'avoir bien toutes les grilles d'évaluation, comme je vous disais, en lien avec les indicateurs. À la suite de quoi, les candidates, on en avait 2 pour notre projet pilote, s'auto-évaluent sur cet ensemble d'éléments de compétences que sont nos indicateurs de développement du programme. Donc, et bien évidemment, les candidates sont les meilleures, les mieux placées pour s'auto-évaluer, pour dire bah, ça, je comprends ce que ça veut dire, je sais ce que c'est, je le fais dans mon milieu professionnel, ou alors ça, j'ai aucune idée parce que c'est pas un champ d'expertise que j'ai pu développer dans mon milieu professionnel. À la suite de quoi, on va développer des questions d'entretien et un entretien d'évaluation associé à un portfolio. Donc, on va détailler un peu ces différentes étapes de notre processus. Là, c'était pour que vous ayez un coup d'œil, si vous voulez. Puis si vous avez des questions ou s'il y a des choses où je vais trop vite ou qui ne sont pas claires, n'hésitez pas, au moins dans la conversation. Et puis sinon, vous pouvez aussi lever votre main. On va passer à la diapo suivante. Donc voilà, ça ressemble à ça, la cartographie du programme en administration des affaires. Alors, je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de lire chaque partie, mais chaque élément est donc un indicateur de développement. Et le coordonnateur du programme a été en mesure de nous dire cet indicateur cet indicateur précède celui-là, qui précède celui-là, etc. Il y a des éléments, bien évidemment, qui vont se rejoindre dans les branches, puisque à certains moments, des éléments discrets vont être capables de se rejoindre pour avancer dans un élément de compétence qui est plus intégré. Hein. C'est un peu le cas des projets intégrateurs, par exemple. Je suppose que vous êtes familier avec ça dans différents programmes. Donc, la cartographie, ça ressemble à ça. On va passer à la diapo suivante. Et donc, au moment de l'entretien, puisque chaque petit cartouche qu'on voyait dans la cartographie correspond à un indicateur de développement qui a sa propre grille d'évaluation, au fur et à mesure, les résultats de l'entretien vont pouvoir être reportés dans la grille de chaque indicateur de développement. On va passer à la suivante. Donc, l'entretien, comment ça se passe? En lien avec le fait qu'on a un indicateur de développement et des critères pour évaluer cet indicateur, des experts de matière ont été en mesure de développer, développer une liste d'éléments de portfolio à demander à la candidate et d'associer à ces éléments de portfolio éventuellement des questions en lien avec ça, simplement pour s'assurer que effectivement la personne
une bonne, comment dire, peut présenter de manière efficace les documents qu'elle a proposés dans son portfolio, et aussi de s'assurer finalement du niveau de développement de l'élément de compétence chez la candidate. Des fois, ce n'est pas suffisant juste de voir un document. Le fait d'avoir un entretien complémentaire et de poser des questions par rapport à ce document qui était ouvert au moment de l'entretien, hein, qui était partagé, c'est particulièrement efficace, et on va vraiment chercher le vécu finalement. Ça ressemble presque à un entretien d'embauche d'une certaine façon, hein, parce que c'est effectivement ce que c'est d'évaluer les compétences professionnelles d'une personne candidate. Donc, les cartouches que vous voyez là en noir, c'était les éléments de compétences que la candidate avait dit avoir quand elle a fait son auto-évaluation. Donc, bien évidemment, nous, au moment où on a développé finalement le questionnaire d'entretien, on est allé chercher ces éléments de compétences. On n'est pas parti du début, puisque on va évaluer ce que la candidate dit posséder. Si elle ne le possède pas, c'est là qu'on va commencer à évaluer l'indicateur précédent. Donc, on va remonter les branches plutôt que de partir du plus simple et de remonter vers le plus compliqué. Donc là, vous voyez que le premier cartouche noir, la note qu'elle a obtenue au terme de l'entretien en lien avec un élément de son portfolio, c'était une note de 89%. Et donc, de facto, on a dit tous les éléments antécédents à cet indicateur, donc qui sont moins développés, c'est des éléments de compétences qui sont moins développés, on va lui attribuer la note de 89%. On peut passer à la suite. Donc là, ça a permis d'avoir finalement un état des lieux de jusqu'où l'élément de compétence avait été développé. Et donc, en lien avec les cours qui étaient concernés, la personne s'est vue reconnaître tous les cours que vous voyez là en vert, ils ont pu être reconnus à la personne. Et donc, à partir de la compilation des résultats, c'est là qu'on va passer à l'étape où, effectivement, on communique évidemment les résultats à la candidate et on va lui développer un parcours qui est individualisé, personnalisé en fonction de ces résultats-là. On peut passer à la suivante. Alors, c'est un processus qui est rigoureux puisqu'on est capable à partir d'un entretien associé à un portfolio que la candidate dépose, on est capable d'évaluer finalement cours par cours, d'accord, d'avoir une évaluation micro à partir d'un entretien qui paraît macro, d'accord. Mais c'est un processus qui est rigoureux, mais qui est quand même chronophage, parce qu'il y a le mapping qui n'était en fait pas fait au départ, qui était fait de manière informelle et qu'il fallait qu'on mette vraiment sur papier. Les grilles d'évaluation, je ne vous cache pas qu'on est encore en train de les développer, les grilles d'évaluation dans nos programmes, hein. C'est vraiment un travail de très très longue haleine. Pour vous donner une petite idée, là, c'est un travail d'une dizaine d'heures quand on n'a pas l'habitude de développer des grilles, d'accord. Donc, ce n'est pas 10 heures par indicateur de développement, sachant qu'il y en a autour de 72 dans chacun de nos programmes. Vous imaginez le nombre d'heures de développement. Donc, il y avait les grilles d'évaluation à développer et les questions d'entretien aussi, au cas où la personne ne pouvait pas produire un document en tant qui servirait de preuve de compétence. Il fallait qu'on puisse l'interroger, et donc les experts avaient fourni des questions d'entretien. Et puis enfin, on a fait la passation d'entretien d'évaluation pour les deux candidates, avec évidemment des éléments que le correcteur devait d'abord analyser, donc tous les éléments du portfolio, pour avoir une idée des questions spécifiques qu'il allait poser et être capable aussi d'évaluer au fur et à mesure la candidate sur les différentes grilles. Céline a une question.
Oui, bonjour, Céline Camiran, conseillère en reconnaissance des acquis des compétences à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En fait, ma question, je voulais juste une répétition dans le nombre d'heures de travail. Vous avez mentionné 10 heures de travail pour développer une grille. Ensuite de ça, vous avez mentionné qui répond à des compétences. Non, c'est pas ça. Comment vous avez dit ça? Je ne suis pas sûre, il faudrait réécouter l'enregistrement. Euh, euh, Simplement, les grilles d'évaluation correspondent à un indicateur de développement. Chaque grille correspond à un Mhm. indicateur. Donc, on y va grille par grille, indicateur par indicateur. Les questions d'entretien, il y a un certain temps associé évidemment au développement des questions. On a appris aussi par rapport à justement en ayant travaillé avec une équipe d'experts, parce que c'était des experts. Notre programme d'administration des affaires a plusieurs, je dirais, plusieurs spécialités. Donc, on va avoir ressources humaines, on va avoir, comment ça s'appelle, finance, etc., etc. Donc, évidemment, on avait des experts qui étaient spécialisés dans chacune des branches de ce programme. Et ça complexifiait d'une certaine façon la rédaction des questions d'entretien parce qu'on ne voulait pas multiplier le nombre d'éléments à ajouter au portfolio parce que quelque chose peut être évalué selon comment dire, un regard RH et selon un regard finance. Donc, ce qu'on voulait, c'était avoir une équipe qui pouvait travailler conjointement au développement du portfolio et des questions d'entretien, qui seraient donc complémentaires. Puis ça, c'était très compliqué pour plein de raisons, mais c'est très difficile de rassembler une équipe d'experts qui sont par ailleurs occupés et qui ne font pas que ça dans la vie. Et donc, l'idéal, ce serait vraiment de trouver quelqu'un qui est plus généraliste pour développer à la fois la composition du portfolio et puis les questions d'entretien. Ça, c'est un peu ce qu'on a appris, une des choses qu'on a apprises de ce projet pilote. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Donc, processus rigoureux, mais processus chronophage. On va passer à la suivante. Alors, moi, j'avais commencé à réfléchir, dès que ChatGPT a été ouvert au grand public, j'avais déjà commencé, parce qu'on sait que c'est tellement central, les grilles d'évaluation, dans une approche par compétence et simplement dans toute approche rigoureuse d'évaluation. Donc, j'avais commencé à réfléchir à est-ce qu'on peut créer à partir de ChatGPT, de créer un GPT sur mesure, parce que je ne sais pas si vous avez un accès, un accès payant, vous êtes dans la mesure de créer ce qu'ils appellent un GPT, donc avec une sorte de structure et une petite possibilité je ne sais pas si on peut dire d'entraîner le modèle, parce que je pense que c'est déjà trop poussé, mais en tout cas, je lui donnais des exemples, d'accord? Donc, on n'est pas au modèle de base ChatGPT, mais j'ai essayé de développer un GPT un GPT en utilisant ChatGPT. Donc, il y avait une structure pédagogique que je donnais toujours l'indicateur de développement, je donnais certains éléments de contenu pour que ChatGPT soit un petit peu au courant de l'ampleur finalement de ce qu'on cherchait à évaluer. Et je me suis assez rapidement rendu compte que les résultats sont instables. Le flux de développement pédagogique, un peu, il est aléatoire, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de la qualité évidemment, de ce qu'on lui donne et des éléments qu'on pense à lui donner qui seront comment dire, cruciaux pour qu'il développe une bonne ou une mauvaise grille. Donc, il y a vraiment une instabilité à la fois dans la qualité des résultats et aussi un plateau qu'on ne peut pas dépasser en fonction de qui l'utilise et est-ce que la personne est capable de lui donner toutes les informations pédagogiques nécessaires pour qu'il développe une bonne grille d'évaluation. Donc, on s'est vite aperçu que ce n'était pas un modèle viable juste de se dire on va utiliser ChatGPT pour développer nos grilles d'évaluation. Et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait parce que
encore une fois, à la fois c'est central à une évaluation de qualité au travers de tous nos programmes, et c'est un travail qui est assez colossal. Donc, on a commencé à se tourner vers des outils sur mesure qui n'existaient pas. Donc, on s'est dit, on va contacter une firme, ou plutôt, on est rentré en contact avec une firme qui a été en mesure de finalement de travailler, comment dire, conjointement avec nous pour développer ce dont on avait besoin réellement. Et là, on a obtenu effectivement des résultats beaucoup plus stables, avec un processus pédagogique structuré. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'était pas simplement j'utilise ChatGPT, c'est que j'ai une structure au niveau de la programmation qui va inclure des prompts de ChatGPT, mais qui va interroger finalement le moteur de ChatGPT plutôt que d'utiliser l'interface, parce que ChatGPT, c'est une interface avec un moteur en arrière qui est le moteur de OpenAI. Et ça a vraiment été très, très intéressant comme processus, puis je vais l'expliquer dans la diapo suivante. Mais c'est que l'outil sur mesure, il agit aussi comme modélisateur de bonnes pratiques pédagogiques. Donc, ce qu'on a été capable de faire essentiellement, c'est de produire des grilles qui étaient d'une qualité, d'une bonne qualité, on va dire, et d'une qualité stable, qui avait un alignement pédagogique, parce que là, on ne pouvait pas ne pas être aligné parce que la structure était suffisamment fiable et stable. Et les experts de matière qui recevaient cette grille, cette ébauche de grille, c'était une grille complète, mais évidemment qu'ils avaient la possibilité en tant qu'experts de remanier à leur goût. Les experts voyaient de façon manifeste une grille d'évaluation développée, mais dans leur champ d'expertise. C'est-à-dire que moi, en tant que conseillère pédagogique, je peux travailler avec un expert de matière pour lui expliquer comment développer une grille. Ça, c'est une chose. Mais n'étant pas moi-même experte de la même matière que lui, je ne peux pas lui donner un exemple directement tiré de son champ d'expertise. Or là, ce que l'outil sur mesure était capable de nous faire, c'était de modéliser finalement, ça c'est une grille dans votre champ d'expertise. Et là, les profs étaient, je dirais que ça a pris une fraction du temps. Les profs étaient en mesure de réviser les grilles en 1 heure, des fois moins, alors que je vous disais qu'une première grille, quand on n'a pas l'habitude d'en développer, qu'on ne sait pas ce que c'est, ça peut prendre un grand nombre d'heures. On va passer à la diapo suivante. Voilà, alors ça, c'est un petit peu mon vécu au moment où j'ai collaboré vraiment à développer un outil IA sur mesure. Parce que ça implique vraiment un travail en profondeur et c'est vraiment un travail réflexif très, très intéressant de la part du pédagogue, c'est-à-dire moi, en l'occurrence, à ce moment-là. Il fallait que je prenne vraiment conscience des éléments qui orientaient finalement mon coaching pédagogique quand je le fais avec un expert de matière. Quelles questions je pose, comment je m'y prends pour élaborer la grille, quelle est la succession des actions, des activités, etc. De façon à être en mesure de l'expliciter clairement à l'équipe technique, parce qu'après, il fallait, c'était en fait tout un travail de réflexion, puis de traduction auprès de l'équipe de développement. L'équipe m'avait demandé aussi de fournir des scénarios d'entraînement, donc des exemples de bonnes grilles d'évaluation, des scénarios de questionnement pédagogique pour développer une grille à partir d'un indicateur. J'en avais créé pour orienter donc, les profs que je suivais par rapport aux grilles. Mais donc tout ça, ça a nourri et ça a alimenté finalement l'outil qu'on était en train de développer. Donc, à partir de ça, de mon travail réflexif, des scénarios d'entraînement, évidemment, c'est l'équipe technique qui a intégré tout ça, les processus, les paramètres, dans le développement d'un outil IA qui est vraiment sur mesure. Et on a aussi fait des tests par la suite pour s'assurer que, oh, tiens, là, ça ne va pas, oh, il fournit quelque chose, mais qui n'est pas forcément adapté. Donc, on a vraiment fait des itérations de façon à être capable de dire, OK, ça, c'est suffisamment bon.
Et puis enfin, une fois que les profs ont eu en main les grilles qui étaient développées par l'IA et qu'ils ont fait des ajustements dans ces grilles, ça a été aussi renvoyé à l'équipe technique pour qu'ils soient en mesure d'utiliser finalement les ajustements qu'avaient fait les profs pour être encore plus pertinents pour les prochaines grilles. On va passer à la diapo suivante. Alors, les outils IA sur mesure, un avant-goût du futur. Donc, ça, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des années, on parlait du modèle SAMR, substitution, modification, redéfinition, bref, il y en avait. Modèle SAMR, c'était pour augmentation, c'est celle-là que j'avais notée. Donc, ces quatre comment on pourrait appeler ça, niveaux, si vous voulez, c'était les niveaux d'intégration d'éthique en enseignement et en apprentissage. Et ça, c'était au début, finalement, de l'intégration d'éthique en éducation. Et effectivement, on voyait qu'il y avait une sorte de gradation parce qu'il faut que les gens prennent l'habitude de ce qu'est capable de faire le nouvel outil pour trouver des façons de plus en plus transformatrices d'utiliser ces outils pour l'éducation. On est au même niveau avec l'IA. Donc, là, c'est un cadre qui est plus en lien avec l'intelligence artificielle qui a été développé par 3 profs et chercheurs de l'Université de Toronto, je crois. En tout cas, il y a les informations dans la diapo, dans les notes de la diapo que vous aurez. Donc, eux, ils parlent de solutions ponctuelles, redéfinition des processus et transformation des systèmes. Solutions ponctuelles, c'est réellement, OK, on faisait ça avant d'une autre façon, maintenant on fait ça avec l'IA. Ça apporte un plus pour diverses raisons, mais c'est pas transformateur, c'est pas une autre façon d'envisager l'enseignement et l'apprentissage. Donc, par exemple, beaucoup des discussions en ce moment au niveau de l'IA, on est d'accord que ce n'est pas l'IA, c'est les chatbots IA, c'est ChatGPT. Il y a peu de choses qui ont encore été développées, comme nous on proposait là, des choses qui sont spécifiques pour réaliser des tâches avec l'IA qui sont vraiment adaptées à l'éducation. Donc, le chatbot peut être utilisé, le chatbot IA peut être utilisé comme un tuteur intelligent, etc., etc. Mais il n'y a pas d'entraînement spécifique encore. C'est une solution ponctuelle, c'est une solution qui peut... il y a quelqu'un qui a regardé son micro. Attends un petit peu. Merci. Donc, solution ponctuelle. Maintenant, si on pense à redéfinir des processus, la notion de RDA en bloc, comme disait Suzanne, c'est très coûteux pour un collège, mais si on a un appui et des outils spécifiques IA, là, on est capable d'envisager de l'ouvrir à une échelle beaucoup plus grande, ce qu'on n'est pour l'instant pas capable de faire. Si on doit avoir une équipe dédiée, l'équipe, elle doit être grande pour ouvrir à tous nos programmes des évaluations de candidats. Le troisième niveau, ça serait ce qu'on appelle la transformation des systèmes. On redéfinit finalement pas juste les processus, mais même des systèmes entiers. Donc, imaginez le modèle HyFlex, par exemple, géré par l'IA. HyFlex, on est en présentiel, on est à distance, on est en ligne. Ce n'est pas la même chose, à distance et en ligne. En ligne, c'est les cours qui sont faits via des vidéos, via des infographies interactives, etc., etc. Imaginez qu'une personne pourrait passer de l'un à l'autre indifféremment. Une semaine, il est en présentiel, la semaine d'après, il est en ligne, et les contenus s'adapteraient
à ce que l'IA sait que l'étudiant a vécu la session précédente. Ça, c'est pour l'instant pas envisageable. Mais si on se projette dans le futur et qu'on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'IA, ben ça pourrait être une des choses, une des avenues qui ne nous est pas pour l'instant possible, mais qu'on pourrait aller chercher parce que ça, c'est vraiment une transformation complète de certains de nos systèmes en éducation. Voilà, dernière diapo. Là, c'est à vous. Je lance la question, c'est qu'imaginez-vous dans le futur de l'enseignement et de l'apprentissage? Parce qu'évidemment, on en est tous à se poser justement des questions. Là, si on veut passer là, des solutions ponctuelles à des solutions qui sont plus transformation de processus et de systèmes, où est-ce qu'on irait? Puis là, c'est une question très large que je vous pose parce que ce sera notre intelligence collective qui va y répondre. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Comme vous avez pu le constater, on a travaillé vraiment fort au cours de la dernière année particulièrement pour Emmanuel particulièrement a travaillé très fort pour pouvoir transmettre toute l'expertise puis la compréhension du processus pédagogique à l'intérieur du développement des grilles d'évaluation, mais aussi même aller plus loin avec les questions d'entretien, etc. Il y a des possibilités vraiment extraordinaires à faire avec des outils qui sont vraiment construits en collaboration avec des pédagogues et des développeurs IA, d'intelligence artificielle. En ce moment, malheureusement, le collège a décidé de ralentir un petit peu là, tout ce développement-là, dû à des préoccupations plus sur les coûts associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle d'une façon très, très large en termes d'hébergement dans l'espace, de jetons, paiement des jetons là, pour l'utilisation, etc. Mais on a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir le continuer. On le fait à une plus courte échelle, mais on espère que dans l'année qui vient, on va être capable d'aller plus loin puis de pouvoir déployer plus largement là, les outils qui ont été développés et de les mettre en œuvre. Parce que juste l'outil pour les grilles d'évaluation peut facilement être utilisé dans le cadre du projet de valorisation des compétences à l'admission en lien avec les différents programmes, mais aussi dans chacun des cours et amener par le fait même les professeurs à un autre niveau de compréhension là, de l'approche par compétence et de son application réelle en salle de classe parce qu'on les amène à réfléchir sur un élément de compétence, puis comment cet élément de compétence-là peut être évalué pour démontrer réellement le cheminement de l'étudiant. On travaille très fort avec les professeurs pour les amener vers ça, parce que la transformation pédagogique des programmes dans l'approche par compétence sur papier, c'est fait au collège, puis c'est très beau, mais ce qu'on veut, c'est que ça se vive en salle de classe. On a des champions, on a plein de professeurs qui sont vraiment bons, puis qui le mettent en œuvre et qu'on est heureux d'accompagner même en salle de classe, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, là. On pense qu'avec l'arrivée de ces outils-là, ça peut amener les professeurs un peu plus rapidement là, vers les objectifs du collège. On laisse la place à nos participants. Gênez-vous pas, on est ouvert. Arise. Oui, bonjour. Ben, je voudrais vous remercier premièrement. C'est toujours très inspirant, puis surtout pour le développement d'outils. On le voit, par exemple, nous autres, on est en reconnaissance d'acquis en formation professionnelle au Québec, puis des fois, par exemple, pour notre programme secrétariat, ben, la personne doit corriger un texte d'affaires, puis doit avoir un tel nombre de fautes de toutes les sortes. Fait que là, il faut dire, bon, c'est quoi? Mais là, on pourrait faire, demander, rédige-moi un texte d'affaires de 2 pages avec tant de fautes de ci, tant de fautes de ça. Parce que souvent, nos spécialistes de contenu, où ils veulent en faire de la reconnaissance d'acquis, mais commencer à développer l'ensemble du matériel quand ils sont nouveaux, les genoux plient un peu. Et je pense que ça serait une manière facile, mais toujours avec le souci d'une bonne validation de l'outil. D'une bonne validation de l'outil, ça, c'est vraiment important d'avoir aussi plusieurs versions pour ne pas se retrouver que
quelqu'un d'autre fait la demande, qu'on se retrouve avec tout le monde s'est fait générer le même texte, je ne sais pas, il faudrait faire des tests, mais vraiment, je pense qu'il y a des belles possibilités. D'un autre côté, nous, on demande aussi aux gens de faire des productions personnelles. Fait qu'à ce moment-là, on s'est dit, oh, ils pourraient faire des demandes, donc on doit aussi réfléchir. C'est sûr que quand quelqu'un, là, pour nous, fait une production personnelle, il y a toujours un entretien lié pour vraiment poser ce que ça s'est vraiment passé. Fait que je pense que les questions vont vraiment falloir être judicieuses, mais en tout cas, vous nous donnez vraiment le goût d'investir du temps en expérimentation pour économiser du temps au bout, puis avoir plus d'énergie et de temps pour vraiment desservir notre clientèle plutôt que de développer d'outils qui pourraient être faits plus facilement. Tout à fait. Puis honnêtement, avec tout le cheminement qu'on a fait là, au cours des 2 dernières années en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on s'est dit. L'intelligence artificielle est en appui à l'éducation. Elle ne remplacera jamais des éducateurs, puis des professeurs, puis des enseignants, mais elle est en appui pour nous permettre de prendre du temps pour accompagner les étudiants plus loin dans leur démarche et tout ça, plutôt que de passer des heures et des heures à préparer des choses. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison de continuer là-dedans. Je vous encourage. On va utiliser l'intelligence artificielle pour passer moins de temps devant l'ordinateur puis plus de temps en lien avec notre clientèle. Hein? Tout à fait. Ça pourrait être pas pire, ça? Oui, oui. Puis effectivement, je vous encourage à en parler avec vos directions parce que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Nous, on a maintenant, là, depuis à peu près 1 an et demi, la responsabilité d'accompagner les professeurs pour le développement des outils de reconnaissance des acquis co-parcours. Avant, c'était le bureau du registraire qui s'occupait de ça, puis il recrutait les professeurs, mais on se retrouvait avec un peu n'importe quoi, là, de toutes les catégories d'évaluation, puis ça ne permettait pas d'assurer l'équité entre les étudiants. T'sais. Fait que là, maintenant, c'est notre service qui est responsable de ça, puis avec un outil grille d'évaluation comme celui qui a été développé, ça permet vraiment là, de sauver énormément de temps. Les professeurs sont plus motivés, disons, à collaborer à ce genre de projet-là, parce qu'ils n'ont pas à passer des 15 heures et 20 heures à réfléchir sur par quelle barre je vais le prendre. Là, et j'ajouterais même, Suzanne, parce que je suis en plein justement dans les reconnaissances des acquis, Oui. là, mes cours parcours, et j'ajouterais même que le fait d'avoir ces grilles d'évaluation, ne serait-ce que fournies en ébauche aux profs qui peuvent après les modifier, ça permet aussi de vraiment de faire passer comment dire, la réflexion pédagogique du prof de façon de faire de la planification à rebours de leur évaluation. Donc, d'aller vraiment de partir de l'indicateur, de vérifier ou de modifier la grille à leur gré, et après de dire, OK, chaque critère maintenant, quelles questions vous allez faire, quelles questions vous allez poser à votre candidat pour pouvoir l'évaluer sur ce critère. Quel élément du portfolio vous allez lui demander pour l'évaluer sur ce critère. Donc, on part vraiment d'une vraie évaluation critériée plutôt que de dire je vais développer mon activité ou quoi que ce soit. Et puis, par la suite, je vais essayer de voir comment ça s'insère avec au mieux des critères, mais au pire, c'était vraiment un système de notation plutôt. Donc là, on est vraiment en train de faire complètement, de transformer complètement le raisonnement pédagogique des profs pour avoir vraiment une rigueur au niveau d'une évaluation critériée. Ouais. Oui. Régent. On ne vous entend pas, malheureusement. Toujours pas. Vous pouvez l'écrire dans le Est-ce Oui, que vous m'entendez maintenant? Oui. OK. Ah, je ne sais pas, c'est dans la configuration, il faut que j'aille dans la configuration micro. À tout le moins, Régent Trottier, Cégep de Trois-Rivières. Tantôt, j'ai bien entendu que moi, je suis libéré à 30 de tâches pour m'occuper de l'intelligence artificielle.
Et puis, ce que j'ai compris, c'est qu'on a travaillé avec du GPT, puis après ça, on dit, oh, on se rend compte que ça répond pas, c'est pas performant, on se tourne vers des firmes, mais des firmes, ça travaille avec des gros sous. Euh, je pense que pour arriver à mettre en place ce genre de solution-là, puis tout ça, il faudrait que les institutions dégagent des ressources, puis qu'on soit capable, tu sais, d'être en expert de contenu, mais le budget de notre cégep passe de 1,9 million à 440 000 en 2026. Vous comprendrez que c'est pas possible de, tu sais, de vouloir vraiment aller à contrat, c'est trop cher. Donc, je pense qu'il faut qu'on se développe de l'expertise à l'interne, puis plus que jamais, créer un écosystème qui va faire qu'on va se partager l'expertise comme vous êtes en train de faire avec nous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à grandir puis à apprendre des trucs. Mais ma question, en fait, c'est quand vous êtes tourné vers l'externe pour développer, ça a coûté combien? Comment ça a été financé? C'est ça Ça, qui ça, m'intéresse. ça a coûté quand même beaucoup de sous pour le collège et je vous dirais c'est l'enjeu principal qui a fait que le développement de tous ces outils-là ont été ralentis parce qu'on vit les mêmes réalités que vous là, avec la clientèle internationale et tout ça. Il y a des baisses de revenus importantes là, que les collèges, les établissements postsecondaires vont subir et c'est une réalité dont on doit tenir compte. Fait que le collège veut faire des choix plus judicieux sur puis effectivement, on réfléchit à comment on pourrait développer l'expertise à l'interne, parce qu'on en a des gens, même nous, on a des programmes en intelligence artificielle qu'on offre au collège. Tu sais. On pourrait aller chercher des étudiants, puis les faire travailler sur nos projets, tout ça, à moindre coût, moins d'investissement, tu sais, parce que c'est une préoccupation. Honnêtement, là, c'est vraiment je C'est partage ça. votre point de vue. C'est une préoccupation, mais c'est essentiel parce que, puis tu sais, Oui. l'IA, on va s'en servir, puis là, il y a toute la notion syndicale, comment faire en sorte, parce que j'avais bien noté que, tu sais, l'IA n'est pas là pour remplacer tu sais, c'est un outil, c'est un soutien, c'est correct, mais il y a certains égards, des endroits où elle va pouvoir remplacer, faire des tâches plus faciles, plus techniques que l'IA peut faire pour avoir une meilleure relation humaine avec la clientèle. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. On est en train à la Cité là, de travailler sur un cadre de, d'application de l'IA, mais au sens large pour l'ensemble du collège et le point de vue RH, le point de vue TI, le point de vue financier, le point de vue pédagogique va être abordé. On prévoit être capable de terminer ce cadre-là pour le mois de mars 2025. Après ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir des orientations qui vont pouvoir être prises, puis des budgets associés à ça. Là. Puis, et des décisions, des décisions qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Puis, si Mais vous on avez continue quand même notre travail, nous, à l'interne, comme équipe pédagogique, on continue le travail de réflexion puis de tester différents outils puis pousser plus loin. Là. Je serais curieux de savoir si vous avez des outils qui sont libres en licence Creative Commons qu'on peut servir. Mais je serais très heureux d'en avoir le partage. Merci, c'était intéressant. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Normand, est-ce qu'il y a des choses que tu as relevées dans le clavardage? Non, tout est beau. Tout est beau. Parfait. Alors, je pense, avant que les gens se déconnectent, oh, il y a une autre question de Marie, je pense. Juste Vas-y. amener une petite, tu sais, des fois, si on débute, je sais que nous autres, avec la suite Office, on a quand même Copilote qui est un petit outil. Fait que, tu sais, avant de dire, on peut pas avancer parce que ça coûte de l'argent, puis oui, les restrictions, en tout cas, je sais pas comment ça est dans la province, mais au Québec, là, ça, ouch. Donc, à ce moment-là, ben, tu sais, au moins expérimenter un petit peu pour regarder qu'est-ce que ça donne, développer l'agilité là, dans la rédaction des prompts pour vraiment bien définir c'est quoi travailler là-dessus pour que la journée que vous voulez passer à un autre niveau, ben au moins vous aurez passé le stade débutant, puis après ça, que vous allez être capable de démontrer que l'investissement dans la plateforme va économiser plus. Moi, c'est mes collègues, je te l'ai fait tout en rire. Si tu arrives avec un one-pager qui démontre en bas de la feuille un total positif de ton investissement, tu ne te fais pas dire non. Fait qu'il faut y aller aussi en disant on va économiser si on investit. Il faut y aller aussi, je pense, quand même, dans une. Vous avez bien fait, là, Mme Ernie, de
dire, ben voici le temps que ça prenait, voici le temps que ça prend, on économise. Fait que je pense Ah qu'il ouais, y a un calcul d'investissement à faire ouais, de ce côté-là aussi si on veut pouvoir ouais. Mais avancer. c'est aussi sur le long terme, tu sais, parce qu'avec une firme externe, ben, ça prend un abonnement, puis ça prend c'est un investissement à long terme récurrent. Fait que on essaie on réfléchit à toutes sortes d'options là, pour aller vers quelque chose qui va être qui va répondre aux besoins, répondre aux attentes, mais qui va nous permettre là, peut-être de pas engager le collège à 1 million par année pendant 30 ans. Là, tu sais. Normand? Juste une petite intervention sur le dernier commentaire. Oui, il faut démontrer la valeur financière d'une certaine manière, ce à quoi nos gestionnaires sont très sensibles. Ayant été gestionnaire, je sais de quoi je parle, donc je ne veux pas. Bref, c'est ça. Mais il faut voir aussi l'aspect qualitatif de la chose. C'est qu'on standardise les processus, on est quelque chose de plus stable, de plus équivalent, de plus de mieux fait pour nos étudiants. On a quelque chose de niveau qualitatif là, de beaucoup supérieur à ce que nous avions. Donc, on entre dans un nouveau monde. Donc, c'est pas juste quelque chose de quantitatif. On sauve de l'argent. D'une certaine manière, oui, mais le service que nous offrons est beaucoup, beaucoup augmenté, beaucoup meilleur. Tout à fait. C'est la qualité de l'enseignement puis de l'éducation, puis l'équité entre les étudiants aussi au niveau de l'évaluation. Ça va vraiment beaucoup plus loin, Normand a raison. Emmanuel, vas-y. Oui, c'était juste pour rajouter par rapport à ce que vous avez dit au niveau de développer l'expertise à l'interne, etc. Il y a aussi d'autres avenues possibles parce que si on réfléchit, par exemple, tout le monde utilise un LMS, tout le monde utilise Brightspace. On aurait pu aussi développer l'expertise à l'interne pour développer chacun notre propre LMS. Mais au final, c'est beaucoup moins coûteux pour l'ensemble des collèges d'avoir quelque chose qui est extrêmement fiable et qui va faire des mises à jour automatiques sans que vous ayez besoin d'organiser ça à l'interne. Et c'est aussi une expertise qui se partage et qui revient moins cher, évidemment. Donc ça, c'est sans doute ce qu'on va voir se développer aussi au niveau des outils. Ce n'est pas simplement de développer une expertise à l'interne, c'est d'avoir des outils qui sont extrêmement bien pédagogiquement développés et qui vont pouvoir se partager et se proposer via des abonnements plutôt que de dire chacun va développer son propre outil dans sa propre... Parce que ça, c'est très, très coûteux, je dirais, d'un point de vue global. Ouais. C'est bon. En tout cas, vous nous avez tenus en haleine, je pense. Je veux vous remercier, Suzanne, Normand, Emmanuel. C'est sûr que c'est un dialogue en continu. Si vous avez des questions ou vous voulez faire le partage, vous savez que vous pouvez partager le lien vers le webinaire comme tel. Si vous voulez faire promouvoir ça à l'intérieur de votre établissement, de votre organisation. Donc, je veux vous remercier. S'il y a d'autres questions, je suis sûre qu'il y a des contacts ou des liens qu'on peut faire avec les présentateurs. Je vais vous inviter, je vous rappelle que ça va être disponible sur le site web, bien entendu. Il y a un prochain atelier le 5 février. Donc, le REFAD offre un atelier comme ça toutes les 2 semaines avec des thématiques. Et quand vous allez sur le site web, vous voyez tous les webinaires qui ont été faits précédemment. Alors, vous pouvez vous y référer selon les thématiques qui vous intéressent. Donc, le prochain atelier aura lieu le 5 février. Il s'intitule « Développer un lien de proximité pour réduire le présentéisme » quand on est en formation à distance, et ce sera offert par Marie-Claude Riverain de Collecto. Je veux aussi vous rappeler que vous allez recevoir un lien vers un formulaire d'appréciation de l'atelier. Ça nous aide au REFAD à nous améliorer. Et on a inclus quelques questions qui concernent plus l'avenir du REFAD. Comment est-ce qu'on pourrait mieux desservir la population éducative? Hein, cette communauté de pratiques extraordinaire, comment est-ce qu'on peut être un catalyseur ou un point de rassemblement pour le savoir, la connaissance et le partage des meilleures pratiques. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et au plaisir de vous revoir le 5 février pour le prochain atelier. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Judith pour l'opportunité. Merci Suzanne, Normand, Emmanuel. À bientôt.